Alors, alimentation et génétique. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure le fait qu'on ait des régimes alimentaires différents, ça peut ou ça peut avoir une influence sur notre patrimoine génétique, et à l'inverse, est-ce que notre patrimoine génétique en partie va être déterminant par rapport à ce qu'on mange. Alors pourquoi on se pose cette question? On se pose cette question parce que, en fait, l'homme, dans son évolution, jusqu'à il y a 10 000 ans, on mangeait tous à peu près pareil. On était dans un régime alimentaire qu'on dit de type chasseur-cueilleur. Et il y a 10 000 ans, on fait une révolution extraordinaire qui s'appelle la révolution néolithique. On découvre l'agriculture. On découvre l'agriculture indépendamment dans au moins 5 régions du monde. Suite à cette découverte de l'agriculture, on voit une très grande diversification des modes de vie alimentaires. Il y a des populations qui restent chasseurs-cueilleurs, il y en a d'autres qui deviennent agriculteurs et il y en a d'autres qui deviennent éleveurs nomades. Et l'idée, c'est de se demander, étant donné ces différences de mode de vie et de régime alimentaire, quelle implication ça a pu avoir sur notre évolution génétique. Alors donc, on va se poser la question du lien entre régime alimentaire et génétique. Les premiers travaux qui ont été faits sur ce genre de thème-là sont assez anciens, ils datent des années 70, et les premiers travaux sont basés sur ce qu'on appelle la lactase. Alors, qu'est-ce que c'est que la lactase? Comme tous les autres mammifères, on digère le lait quand on est enfant. Quand on est adulte, normalement, les mammifères, on ne digère plus le lait. L'enzyme qui permet de digérer le lait, qui s'appelle la lactase, devient inefficace et s'éteint, entre guillemets, à l'âge adulte. Cette enzyme, elle sert effectivement à couper le lactose qu'il y a dans le lait en glucose et en galactose. Alors, cette enzyme, normalement, ne marche plus une fois qu'on a atteint l'âge adulte. Or, il se trouve que dans un certain nombre de populations humaines, plus de 90% des gens, des adultes, peuvent digérer le lait. On parle alors de variants qui s'appellent la lactase persistance, la tolérance au lactose. En fait, un certain nombre de sociétés humaines ont une très forte fréquence d'individus tolérants au lactose. Et ces sociétés, c'est des sociétés pastorales, c'est-à-dire c'est des sociétés pour lesquelles le lait est un des aliments fondamentaux. Et il a pu être montré dernièrement les variants génétiques associés à cette tolérance au lactose. On a certains variants en Afrique, certains variants en Europe, certains variants en Afrique du Nord. C'est quasiment absent en Asie. C'est-à-dire que dans le nord de l'Europe, environ 80-90% des individus digèrent le lait parce qu'ils portent l'enzyme persistance au lactose. Et donc là, on est dans un exemple d'évolution, on dit, de bioculturelle. C'est-à-dire qu'on a eu un changement de mode de vie, des sociétés se sont mises à utiliser le lait comme aliment fondamental de base, et une mutation qui existait mais qui ne servait pas à grand-chose est devenue très avantageuse et a augmenté en fréquence dans la population jusqu'à atteindre 80%. C'est-à-dire que quand ces sociétés se sont mises à utiliser le lait comme aliment de base, les individus qui portaient cette mutation, qui permet de digérer le lait quand on est adulte, se sont retrouvés avantagés, soit en termes de survie, soit en termes de reproduction. Donc ils ont transmis cette mutation à leurs descendants qui, au fil du temps, a augmenté en fréquence. Toutes les études qui ont été faites montrent que cette mutation a commencé à augmenter en fréquence au néolithique, au moment où on a changé de régime alimentaire. Donc ça, c'est un des exemples les mieux documentés. À partir de là, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a d'autres gènes, comme le gène de la persistance à la lactase, qui auraient aussi changé au moment du néolithique? Et donc on a monté une étude pour regarder les gènes impliqués dans le diabète type 2, c'est-à-dire des gènes impliqués dans le métabolisme de la résistance à l'insuline. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que des populations qui ont des régimes alimentaires différents vont aussi avoir des gènes différents impliqués dans ces voies métaboliques? Et donc pour ça, on a monté des expéditions en Asie centrale, où on a à la fois des agriculteurs et des éleveurs nomades, et on a pu comparer l'ADN de ces individus et aussi mesurer ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et effectivement, les éleveurs nomades ont 2 fois plus de risques de faire du diabète que les agriculteurs et ont des gènes impliqués
dans ce qui va devenir du diabète, qui sont différents de ceux des agriculteurs. Alors pourquoi les éleveurs nomades ont 2 fois plus de risques de faire du diabète? En fait, si on reprend ce que je vous ai dit précédemment sur les différents modes de vie que l'on a eu au cours de notre évolution, il y a des sociétés, au moment du néolithique, donc il y a environ 10 000 ans, des sociétés vont vers l'agriculture. Elles commencent à manger des céréales. Les céréales sont riches en carbohydrates. Donc il y a une sélection pour arriver à bien digérer ces aliments riches en carbohydrates. A l'inverse, les éleveurs nomades, eux, ils continuent à manger beaucoup de viande, ils mangent peu de carbohydrates, ils ont aussi, bien sûr, tout ce qu'on appelle les aliments à base de lait, mais ils ne mangent pas de carbohydrates. Donc eux, quand ils sont à l'heure actuelle avec, je dirais, la nourriture européenne, entre guillemets, très riche en carbohydrates et en gras, ils sont moins adaptés à cette nourriture que les agriculteurs qui, depuis 10 000 ans, ont commencé déjà à avoir dans leur alimentation du carbohydrate. Et donc eux, ils ont un risque 2 fois plus élevé de développer des maladies métaboliques, notamment du type diabète type 2. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'échelle du monde, à l'échelle de la planète. Les populations européennes, par exemple, souffrent moins du diabète type 2 que des populations qui n'ont pas fait cette transition vers l'agriculture. Ça avait été montré par exemple en Amérique du Nord, où les Amérindiens, entre guillemets nous ce qu'on appelait les Indiens, comme eux ils n'ont pas fait de transition vers l'agriculture, du moins pour la plupart d'entre eux, à l'heure actuelle, dans la nourriture très riche aux États-Unis, ils ont une prévalence de diabète, c'est-à-dire une fréquence de diabète beaucoup plus élevée que les populations d'origine européenne, qui elles sont issues de ces populations qui ont déjà fait une transition vers l'agriculture il y a environ 10 000 ans. Alors une autre question qui nous intéresse dans le lien à l'alimentation, cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle la perception du goût. Le fait que l'on sache goûter, que l'on goûte un certain niveau de sucré, un certain niveau d'amer, etc., de la même manière est codé génétiquement. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les différentes populations ont des seuils de perception différents, et est-ce que ça s'explique par des différences génétiques sur les gènes impliqués dans la perception du goût entre les différentes populations. Et donc on est en train de travailler sur des populations d'Asie centrale et aussi sur des populations d'Afrique centrale pour essayer de comprendre ces différences de perception du goût. Et d'ailleurs, donc les différents goûts qu'on connaît, qui sont maintenant bien, dont on connaît bien le codage génétique, c'est les niveaux de perception du sucre, que ce soit le sucre un peu blanc ou le sucre dans les fruits, le fructose, et aussi toute la gamme des amers. On connaît bien maintenant le déterminisme génétique. Pour le sel, c'est pas encore bien connu. Et pour un autre goût qui s'appelle le goût du gras aussi, il y a une super équipe en France qui aurait trouvé un gène impliqué dans le goût du gras. Donc on est en train de regarder ces gènes. C'est une trentaine de gènes ensemble qui se combinent pour conditionner un peu notre niveau de perception. Attention, la perception, ça ne veut pas dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. C'est juste le niveau auquel on détecte le goût. On peut détecter un goût amer et pas l'aimer du tout, hein. Et alors c'est important, parce qu'il y a des gens, par exemple, ils détectent des goûts amers à des seuils beaucoup plus faibles. Donc si quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas le brocoli, c'est pas exclu que ça soit parce que pour lui, le brocoli n'a pas du tout le même goût que pour vous. Donc ne pas trop non plus embêter les gens à manger des choses qu'ils trouvent trop amères. On n'a pas tous le même goût. Donc l'interaction entre alimentation et génétique est intéressante parce que c'est un des endroits où on a une interaction entre de la culture, c'est-à-dire ce qu'on choisit de manger, et une évolution génétique. Et de la même manière, on peut se poser les questions donc, sur les gènes impliqués dans la digestion ou non de l'alcool. On sait que les populations en Asie ont souvent un problème de digestion de l'alcool. Pourquoi ces gènes ont pu augmenter en fréquence en Asie? On n'a pas beaucoup d'hypothèses à l'heure actuelle. Une des idées, c'est que ces gènes seraient peut-être impliqués dans de la résistance à certains pathogènes, mais encore une fois, c'est à vérifier. En tous les cas, on ne voit pas très bien par quel mécanisme le fait de ne pas digérer de l'alcool aurait pu être avantageux. Donc ça fait partie des points d'interrogation qu'on espère lever avec les nouvelles données génétiques.